Voilà comment j'aime débuter l'été, à la chevrotine. Le général Patton disait « Un bon plan exécuté violemment maintenant vaut mieux qu'un plan parfait la semaine d'après ». La stratégie et la tactique, voilà des domaines fascinants à étudier, voir des hommes et des femmes entreprendre des actions qui vont invariablement coûter la vie à de braves soldats pour remporter la victoire sur son adversaire. Je trouve ça fascinant. Mais autant nous vantons tous les meilleurs généraux et militaires de notre histoire, que ce soit Napoléon, César, Alexandre le Grand, ou bien plus récemment Leclerc, Nimitz ou Rommel, mais nous avons moins tendance à pointer les ratés. Et c'est normal. Pour raconter l'histoire d'une nation, il est plus judicieux de ne présenter que de grands hommes qui l'ont façonné. Et ainsi, lorsque l'on parle de nos adversaires, il vaut mieux les présenter comme très ingénieux et machiavéliques. Comment voulez-vous créer des grands héros sans de grands antagonistes? Eh bien aujourd'hui, on va faire l'inverse. Voilà, on va prendre les généraux qui ont le plus de ratés de la Deuxième Guerre mondiale, ou qui ont commis le plus de fautes, des horreurs ou des crimes contre l'humanité. On va commencer par la France, notre cher pays des droits de l'homme, plus grand buteur de la Coupe du Monde des guerres totales, mais a aussi accumulé pas mal de gros nuls. Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'elle est le théâtre le plus représentatif d'une guerre moderne. Tout y est, ses tactiques, ses stratégies, ses nations qui perdent en quelques jours seulement, vaincues par une force non pas écrasante, mais mieux organisée. C'est le théâtre des opérations les plus folles et avant-gardistes de l'histoire, notamment les aéroportées ou encore de nombreuses offensives motorisées et de véhicules blindés. Et aussi parce que ça fait des vues de bâtards. Quoi, je vais pas vous mentir, hein, vous me prenez pour un jambon ou quoi? D'ailleurs, ce format existe déjà, version Première Guerre mondiale, sur la chaîne d'Époque Épique. Foncez voir, c'est vraiment de la balle. Alors à la base, je voulais prendre beaucoup plus de généraux, mais je me suis dit que 3 c'est déjà largement suffisant, il y a déjà assez de matière pour un épisode complet rien qu'avec ces 3 gugus, dites-vous. Je précise aussi que si vous aimez ce format, alors c'est très rare que je vous montre ça en début de vidéo, mais n'hésitez pas à liker et partager. J'ai beaucoup aimé faire ce concept, mais je sais pas si vous l'apprécierez. Manifestez-le en commentaire pour que j'en sois sûr. Allez, sans plus tarder, commençons par... André Corap. Ah, voilà, là on commence par un général que vous ne connaissez pas. André Corap, c'est probablement le général qui mérite le moins le terme pire militaire de la guerre. En fait, c'est beaucoup plus nuancé que cela. D'ailleurs, ça me fait penser que sur Twitter, quand j'ai annoncé la liste des généraux qui apparaîtraient dans cette vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Corap, il mérite pas ce titre ». À juste titre, figurez-vous, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pendant longtemps, au moins jusque dans les années 2000-2010, quand même, le général Corap était désigné comme le responsable de la percée de Sedan, le moment où les Allemands ont franchi les Ardennes belges pour couper le front allié en deux. C'est une accusation assez grave quand même, et elle ne tombe pas de nulle part. Le 12 mai 1940, la Wehrmacht débutait son offensive sur la Meuse, en prévision de contourner la ligne Maginot. Ce sont les fameux généraux Rommel et Hermann Roth qui sont sur place. L'objectif, comme je l'ai dit plus tôt, était de couper toute retraite aux forces belges, et surtout aux alliés se trouvant en Hollande et en Belgique. Un gigantesque traquenard parfaitement organisé. La 7e et la 5e Panzerdivision, donc des tanks, appuyés par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, s'enfoncent en Belgique. Leur but étant de couvrir le flanc au reste de l'armée, qui va prendre les devants et déferler sur la France. Sauf que leur chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Et là, je vais devoir démolir un mythe. Non, tous les Allemands n'ont pas franchi la ligne sans se heurter à une défense. Et c'est cette défense dont nous allons parler maintenant. C'est la fameuse 9e armée française, composée du 77e et 66e régiment d'infanterie, ainsi que des tirailleurs algériens, des cavaliers, bref, c'est toute une armée de près de 200 000 hommes. Et ces hommes viennent tout juste de repérer les Allemands qui s'apprêtent à diviser le front. Sauf que quand les Schleux arrivent, ce n'est pas du tout cette armée qu'ils rencontrent. À Dinan, en Belgique, là où se trouve l'armée française, il y a le 11e et 2e corps d'armée. Ce qui est bien, hein, mais juste pour savoir, les Français, ils ont des tanks? Non? Ah. Parce que les chevaux, bon, un cheval contre un Panzer, dans Indiana Jones, c'est cool, mais pas dans la vraie vie, quoi. Bon, ils ont des canons anti-chars au moins. Ouais.
Bon, pas besoin de vous faire un dessin, c'est une catastrophe. Voilà, en 3 jours, les troupes françaises ne parviennent pas à s'organiser. Des retraites sont sonnées dès que les Allemands arrivent sur place, rendant impossible toute coordination et la défense vole en éclats. Entre autres car la cavalerie et les renforts ne communiquent pas et encore une fois, ils ne voient pas le danger qui arrive. En gros, ils demandent des renforts toujours plus importants venant de l'état-major, alors que les Allemands déferlent sur ce même état-major. Au bout de 3 jours, la bataille est perdue, Rommel a rempli sa mission et la percée devient une passoire pour toutes les forces de l'Axe. Et à l'état-major français, face à cette défaite totale, le constat est clair, eh bien on désigne André Corap comme unique responsable et il est remplacé le 15 mai. Voilà, en 4 jours et une défaite, il a été viré. C'est horrible quand même. Bref, et honnêtement, on pourrait presque dire que c'est bien fait pour sa gueule. Franchement, c'est honteux de se faire défoncer comme ça. Sauf que, c'est tout de même très arrogant de dire que c'est uniquement sa faute. Bon déjà, c'est qui André Corap ? C'est un ancien de Saint-Cyr, et pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grande école militaire française, fondée par Napoléon Bonaparte. André est sorti major de sa promotion. Il a été sous les ordres de Pétain pendant la Première Guerre mondiale, et pendant la guerre du Rif, il a réussi à faire cesser le combat à Abdelkrim el-Khattabi. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur l'Espagne de l'entre-deux-guerres, vous savez que c'était un dur à cuire. Donc qui peut s'asseoir à côté de moi et dire André Corap est un mauvais général? Ça n'a aucun sens. C'est un des héros de Verdun, un homme qui a épargné du sang inutilement et qui avait la Légion d'honneur avant la Première Guerre mondiale. Il y a anguille sous roche, c'est sûr. Eh bien oui, et il n'y en a pas qu'une. D'abord, André Corap, il a 62 ans en 1940, et on lui donne le rôle de général à titre temporaire. Oui, comme avec De Gaulle. La raison, c'est pas que l'état-major manquait de généraux, non, la vraie raison, c'est qu'avec la mobilisation, l'armée française est passée de 900 000 soldats à 5 millions de mobilisés. Donc dans ces conditions, il faut tout réorganiser à la hâte. Et en fait, prendre Corap, c'était un choix très judicieux. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas ? Plein de choses. Les soldats qu'il doit gérer sont des réservistes, donc mal entraînés et surtout très mal équipés. Et Corap n'avait pas du tout le temps de leur faire une répétition générale. Rajoutons à ça le front qui doit se relocaliser en Hollande et en Belgique, puis au Luxembourg, donc des allers-retours interminables, et vous comprenez pourquoi c'était autant le bordel. Techniquement, il est censé gérer 200 000 hommes qui sont éparpillés partout et communiquent très mal entre eux. Et je suis gentil, j'ai même pas parlé des troupes alliées qui elles aussi ne se coordonnent pas correctement. Bon, les Belges ça va parce qu'ils parlent français, mais les Hollandais, les Anglais, là ça devient déjà plus compliqué. Et sur le point que je vais avancer, je vais défendre Corap jusqu'au bout. Il n'a cessé de communiquer à l'état-major français que la situation était dangereuse et dès qu'il a repéré les troupes allemandes en Belgique, il a prévenu tout le monde, a appelé des renforts et la Wehrmacht a simplement observé le front et ils ont vu qu'à un seul endroit, à cause des problèmes de coordination, il n'y avait personne. Paf, ils sont foncés dedans et en 3 jours, c'était plié. Je le redis, Corap le voyait et surtout a prévenu que le peu de monde à Dinant, résultat de la mauvaise organisation, c'était une perche tendue aux Allemands. Une fois sur place, il pouvait pas faire de miracle, c'est pas Napoléon le type. Et même si c'était Napoléon, les Schleux avaient des chars et des Stukas, c'est déséquilibré. Bref, oui, c'est bien Corap qui gérait l'armée lors de la défaite de Dinant, et oui, c'est le plus gros échec de sa carrière, et surtout celui qui précipita la débâcle française. On peut aussi lui reprocher de pas avoir assez entraîné ses troupes, mais vu à quel point elles étaient dispersées dans l'Europe, c'était difficile. Et encore une fois, cet homme a tout fait pour que ça n'arrive pas. Et on lui a mis des bâtons dans les roues. Son statut de pire général est donc à nuancer. Je rajoute d'ailleurs que son fils, Albert, qui n'avait que la vingtaine, a rejoint la France libre, montant de la 2e division blindée du général Leclerc. Et malheureusement, son fils mourut en 1944, lors de la bataille des Ardennes. Mon dieu que c'est triste. Genre, sa pire défaite c'est en Belgique et son fils est mort à côté, quoi. Oh, l'horreur. Alors, j'ai été très gentil avec Corap aujourd'hui. Ce sera moins le cas d'un de ses collègues. Parce qu'autant on peut nuancer l'échec de Corap, autant l'incompétence de son collègue, beaucoup moins. Charles Hutzinger. Dans les gènes de Charles Hutzinger se trouve le refus de la collaboration.
Issu d'une famille alsacienne, ayant fui la guerre franco-prussienne, l'absurdité de se conformer à un quelconque Reich allemand le motive à prendre les armes pour protéger sa patrie. Après avoir étudié à Saint-Cyr, le voici dans l'infanterie coloniale, où il passera sa vingtaine. En 1914, il a 34 ans. Ça y est, la guerre éclate. Il n'est pas envoyé dans les tranchées, mais sur le front d'Orient, qu'on appelle aussi l'expédition Salonique, chargée d'intervenir dans les Balkans pour soutenir les Grecs, les Serbes et les Italiens. Il fait partie des militaires qui vont aider les Bulgares et les Alliés à préparer un plan de paix. Absolument pas du foreshadowing. Lorsque débute la Deuxième Guerre mondiale, Charles Hutsinger occupe une place au Conseil supérieur de la guerre. Pour faire simple, il est un intermédiaire entre le ministre des Armées et l'armée elle-même. C'est pas du tout un mauvais poste. Et surtout, il a une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Il est plus que confiant en la capacité de la France à se défendre face aux Allemands, en particulier depuis la ligne Maginot. Et c'est vrai que ce mur de fortification ne peut pas être franchi, hormis par des fous. Sauf qu'en 1940, une première fissure apparaît. Une commission parlementaire, la commission Tétinger, présente un rapport sur les défenses françaises. Alors, comment ils ont pu faire un rapport aussi tranquillement, alors qu'on est censé être en pleine guerre ? Eh bien parce que justement nous sommes dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. La France ne lance aucune offensive entre 1939 et 1940 contre l'Allemagne pendant plusieurs mois. Hormis une dans la Sarre, je sais, parce qu'il y a des geeks d'histoire qui vont me faire la remarque en commentaire, donc je vous le dis, hormis dans la Sarre. Voilà. Vous êtes contents ? Merci. Cette commission présente globalement de nombreux points positifs à la défense française. Mais comme je le dis, il y a un petit couac. La défense de Sedan. Je vous lis quelques extraits. Les organisations défensives sont, dans ce secteur, rudimentaires, pour ne pas dire embryonnaires. Dans cette région, on compte beaucoup plus sur la forêt des Ardennes et sur la Meuse pour protéger Sedan, donnant peut-être à ces obstacles naturels une importance exagérée. La défense consiste en maisons fortes, dont la résistance ne sera que de courte durée. Voilà qui est plutôt alarmant, les signes à Vancouver d'une brèche dans laquelle les Allemands pourraient s'engouffrer. Elle est là, présente et pouvant faire de gros dégâts. Eh bien alors, que va faire l'armée française ? Je rappelle, on est entre mars et avril. L'offensive des Ardennes, c'est dans 1 ou 2 mois maximum. Donc l'armée française a largement le temps de se réorganiser. Bon, l'état-major va complètement ignorer cette commission. De leur point de vue, les parlementaires sont des politiques, pas des militaires, donc leur avis ne compte pas. Vraiment pas. De plus, si les Allemands veulent tenter une percée vers Sedan, c'est par les Ardennes, et l'état-major français a beaucoup de mal à croire que des centaines de blindés parviendraient à passer sans prendre de gros risques, notamment se faire repérer ou se perdre dans la forêt. D'ailleurs, quand je parle de l'état-major, de qui est-ce que je parle exactement ? Eh bien d'abord, on a le président du conseil, monsieur Édouard Daladier, qui est un politique, de Maurice Gamelin, chef de l'armée française pendant la Drôle de guerre, son adjoint, Alphonse Georges, et surtout Charles Hutsinger, qui répond au rapport explicitement par, je cite, « J'estime qu'il n'y a aucune mesure urgente à prendre dans le renforcement du secteur de Sedan ». C'est même pas qu'il considère le rapport comme très exagéré, c'est que pour lui, c'est juste faux. Pour Charles, la guerre ne peut pas se décider sur un petit coin et par une petite décision. Waouh! Mais pire que cela, le 13 mai 1940 vint enfin la percée de Sedan, la fameuse percée qui ne devait pas arriver. Sur place, on retrouve André Korap, qu'on avait laissé tout à l'heure, qui est avec ses hommes, luttant contre des panzers rapides et coordonnés. Korap, qui n'avait cessé de dire à Gamelin que ce lieu était parfait pour les Allemands et leur offensive surprise, se dit d'un coup qu'il aurait aimé avoir tort. À ce moment, l'état-major prend enfin une initiative. Tous les généraux sont sur le qui-vive, sauf Charles Hutsinger. Que s'est-il passé ? Il a été blessé ? Tué par les Allemands ? Non, il assistait à un spectacle, au théâtre de l'armée de Vouziers. Le pire, c'est qu'une fois de retour au QG français, il lance une contre-attaque timide, en envoyant des blindés sans appui d'artillerie, ni d'armée de l'air. En quelques jours de combat, la deuxième armée française, qui était sous son commandement, est anéantie. Donc non seulement le mec était dans le déni total, incompétent pour ne pas avoir été foutu de renforcer une position simple à garder, et pire que cela, c'est un branleur.
Enfin, je sais pas, c'est indéfendable, c'est ridicule. Vous étonnez qu'on ait perdu face à Rommel? Soyons réalistes, c'est bien fait pour notre gueule. Et malheureusement, cet événement, qui aurait dû tuer à tout jamais la carrière d'Oettinger, parvient à le faire retourner en sa faveur. Charles accuse Corap d'être le responsable de la percée de Sedan, parce qu'il était sur place. Pire, Oettinger dit « Bah, vous avez bien vu qu'il y avait une brèche, monsieur Corap. Mais c'est que vous étiez au courant que ça allait péter depuis le début. Donc la faute revient à vous pour ne pas vous être organisé. » Franchement, c'est très difficile de ne pas s'énerver contre lui, mais j'ai pas fini en fait. J'ai pas du tout terminé. Tout juste un mois après la débâcle française, le 22 juin 1940, Charles Oettinger préside la délégation de l'armistice. Pour rappel, le 16 juin, Pétain est nommé président du Conseil, mais il n'a pas encore tous les pouvoirs, et l'État français n'existe pas. Sur ordre du général Weygand, Oettinger est donc chargé de signer le traité d'humiliation ultime. Petite anecdote sur cet armistice, il fut sonorisé, et donc on peut entendre Charles Oettinger s'exprimer face à Göring et Hitler. C'est fou l'histoire quand même, je vous laisse écouter. Je tiens à vous dire qu'il y a certaines conditions que nous n'accepterons pas. Le gouvernement français considère la clause de livraison de tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement de Reich comme contraire à l'honneur en raison de la pratique du droit d'asile. C'est honteux, nous sommes d'accord, et c'est presque mérité au vu de la malhonnêteté de ce monsieur. Mais au moins, il a essayé de préserver la face et de ne pas continuer le bain de sang. La paix est seulement la paix, c'est tout. On ne se mêle pas des affaires des Allemands, sauf quand il s'agit de la France. Eh bien, vous savez quoi? Sur ce point-là, monsieur Oettinger va encore décevoir. Dès septembre 1940, Charles reçoit une proposition de Philippe Pétain, celui de devenir ministre de la guerre dans le nouveau gouvernement du maréchal. Chose qu'il accepte. À partir de là, Charles Oettinger deviendra un des militaires français les plus fidèlement attachés à la collaboration. J'avais dit que dans ses gènes se trouve la base de la non-résilience aux Allemands. Eh bien, il a décidé de trahir les siens. Purement et simplement. Le mois d'après, un décret de Vichy stipule que les Juifs en France sont biologiquement différents des Français. Pas d'un point de vue ethnique, mais d'un point de vue racial. Cette loi interdit entre autres aux Juifs d'exercer certains métiers, comme membres de la fonction publique, des ministres, des préfets, la magistrature. C'est le premier acte ouvertement antisémite de la France de Vichy. Bon, il y a tout de même des exceptions à cette loi, notamment si vous aviez été héros de la guerre de 14, mais pratiquement tous les autres sont concernés. Et ce décret a été lu et contresigné par Charles Oettinger. Vous voulez savoir le pire truc dans cette affaire? C'est que les nazis ne l'avaient pas demandé. Ce décret, cette décision, est purement française, pour faire plaisir aux Allemands, mais nous n'avons eu aucun ordre venant des Schleux pour demander une telle application de loi. On peut le dire à ce moment-là, Charles a pactisé avec le diable. Si je puis nuancer un petit peu, il n'a organisé aucune rafle ou déclaré publiquement qui était l'ennemi de l'État français. Non, lui c'était beaucoup plus naïf que ça. Charles Oettinger croyait en la théorie du bouclier Pétain, c'est-à-dire que le maréchal agit comme un négociateur entre les Français et les Allemands. Il tente de sauver sa face une nouvelle fois en rapatriant des prisonniers français, insistant sur le fait que, grâce à la collaboration, la France pourra retrouver son honneur. Le problème, c'est que personne ne le croit, parce que c'est lui le responsable de la défaite. Lui et d'autres généraux, bien sûr, mais de savoir que Charles Oettinger était dans un théâtre le jour de l'offensive qui aurait pu être empêchée depuis des mois, les prisonniers qui étaient en Allemagne le savent que c'est entièrement de sa faute. C'est lui qui a fait perdre la guerre. De quel droit se présente-t-il comme un héros? Personne n'est dupe, et certainement pas les soldats. Pendant son mandat de ministre de la guerre, Charles va réorganiser l'armée d'armistice pour traquer les gaullistes et les résistants. Et puis, le 11 novembre 1941, le Potez 662, l'avion de transport qui devait le ramener en France, s'écrase dans les Cévennes, après que Charles Oettinger ait inspecté l'Afrique du Nord. Le brouillard et la neige ont rendu la navigation impossible, et le crash était inévitable. Charles Oettinger meurt donc broyé dans le froid, la vision brouillée par de la neige, le jour où, 30 ans plus tôt, l'Allemagne capitulait face aux Français.
Sincèrement, je pense que s'il n'était pas mort et avait continué sa politique désastreuse, il aurait été le pire général français de tous les temps. Enfin, en tout cas, son procès aurait été très difficile pour lui. Parce que ce n'était pas juste un salopard, c'était aussi un collabo et un traître à la patrie, qui a préféré se déresponsabiliser au prix d'un de ses collègues par pur instinct de survie. Oettinger, c'est un peu le bourgeois dans le Titanic qui pousse les marins pour atteindre les barques de sauvetage, alors que l'iceberg fracturé en deux s'enfonce sous l'océan, un navire soi-disant insubmersible. Et c'est sur cette image que nous allons refermer le dossier Charles Oettinger. Pour le dernier général que nous allons voir aujourd'hui, je propose d'imaginer. Qu'est-ce qui peut être pire qu'un traître? Pire que tout ce qu'on a vu ici, avec Charles Oettinger par exemple. Eh bien la réponse est propre à tout un chacun. Mais dans mon cas, je pense que le pire, c'est d'avoir dans ses rangs un allié plus dangereux que votre ennemi. C'est parti pour Edgar de Larmina. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai pris un général de la France libre. Surprise! Et en plus, un des premiers à avoir rejoint l'Angleterre. Mais quel affront! Attendez, vous connaissez pas le bonhomme, laissez-moi vous y introduire. Déjà, c'est un héros de la guerre de 14. Il avait tout juste 19 ans lorsqu'il fut mobilisé en juin 1915. Il est sous les ordres du commandant Raynal pendant la bataille de Verdun. Le deuxième fort du coin, le fort de Vaux, est abandonné par les Français, mais Raynal et ses troupes restent sur place. Pendant 4 jours, les Allemands tentent de prendre le fort, mais rien n'y fait. Les Français résistent. Le deuxième jour, Edgar de Larmina se prend un éclat d'obus sur la jambe. Il saigne comme pas possible, mais refuse de se faire évacuer. Voilà, ça c'est son premier fait d'armes. À 19 ans. C'est un héros. La guerre se termine alors qu'il ne fête que ses 23 ans. Il a été blessé une nouvelle fois par un obus, fut gazé quelques mois avant la fin de la guerre, autant dire qu'il a échappé belle, et surtout qu'il n'a pas démérité sa promotion de capitaine et ses 4 légions d'honneur. Je pourrais m'arrêter là, mais c'est pas fini. Sa vie est exceptionnelle. Dans l'entre-deux-guerres, Edgar sera affecté à différents régiments des colonies, comme le Maroc ou l'Indochine. Il épousera en 1937, donc pile à 32 ans, une jeune femme bretonne, descendante d'un corsaire. Et en plus, Edgar, il vient d'Alès, donc ça veut dire qu'il a sûrement l'accent du Sud, ce qui veut dire que son aura augmente de manière exponentielle. Puis vint la Deuxième Guerre mondiale. Affecté en Syrie, c'est de là qu'il choisit de refuser la défaite. Dès la fin d'août 1940, il est promu général par Charles de Gaulle. Et c'est Larmina qui fit rallier le Congo à la France libre. Il fit même partie du Conseil de défense de l'Empire, le tout premier gouvernement français en exil. Bon, attendez, on va s'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait dans ce classement? Le mec a un CV parfait en fait. Pourquoi on l'étudie pas plus en cours d'histoire d'ailleurs? Alors, il y a un point que je n'ai pas encore dit sur le bonhomme, et qui est très important pour le cerner, c'est sa personnalité. C'est un immense connard. Voilà, ça c'est dit. Pour le dire plus poliment, Edgar est très imbu de lui-même. Bien sûr, ça peut s'expliquer par son passé. En 14-18, on parle d'un mec qui, à 23 ans, a déjà vécu la vie de 5 personnes. Le problème, c'est que tout ça lui est monté à la tête. C'est un homme extrêmement strict, avec une discipline de fer. Il faisait un entraînement ultra intensif à ses hommes, bien avant de rejoindre la France libre. Et surtout, son plus gros défaut, c'est qu'il est ultra impulsif. Il maniait le passif-agressif avec une telle violence que même ses alliés avaient peur de lui. Et surtout, il ne faisait jamais traîner 7 fois sa langue dans sa bouche. Par exemple, été 1940, lors du ralliement de l'Afrique équatoriale à la France libre. Il fut, comme je l'ai dit, chargé de convaincre les officiers sur place de rejoindre De Gaulle. Et c'est ce qu'il a fait. Sauf que parmi eux, certains officiers ont dit non. Alors Edgar s'est approché d'eux et il a dit « pas de problème ». Il a arraché toutes leurs distinctions et il les a internés. Voilà, aucune négociation, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et quand je dis que ses alliés avaient peur de lui, c'est pas une blague. C'est un des seuls officiers qui tenait tête à De Gaulle. On en est là, la vache. En 1941, à Londres, De Gaulle fait parvenir ses souhaits au général Larmina. De Gaulle souhaite créer une autorité politique et militaire centralisée, afin de mieux coordonner la France libre et d'avoir un poids dans la libération de la France. Si vous avez vu le film sur la bataille de Gaulle, vous savez qu'unir les Français et s'opposer aux Américains était aussi difficile que de combattre l'armée allemande pour les Français libres. Mais Edgar de Larmina s'y oppose.
Alors, c'est pas un vichiste caché, ni un agent américain, non, c'est juste que, pour lui, il vaut mieux donner une autonomie et une certaine marge de manœuvre pour continuer à maintenir une stabilité dans la France libre. Le problème, c'est qu'Edgar ne dit pas ça d'un ton diplomatique. Au contraire, il dit au général que son plan est débile et que s'il ne choisit pas l'autonomie, c'est qu'il est un con. Alors, on n'a aucun détail sur les échanges, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'Édouard était très cash avec le général, et que ce dernier l'a très mal pris. Charles de Gaulle répondait de manière sèche à son officier. On sait qu'ils ont abordé deux sujets, le sujet de l'autonomie des colonies et la nomination des officiers. De Gaulle veut nommer des officiers qui sont avant tout loyaux à la France libre. Sinon, on se retrouve comme avec Henri Giraud ou Émile Muselier, qui se sont retournés contre le général. Edgar dit que non, il faut prendre des officiers en fonction de leurs compétences et de leur hiérarchie. Le débat ne s'est pas éternisé, De Gaulle a stoppé net leur discussion. Sans rien dire. Il n'a pas sanctionné Edgar, mais il ne l'écoutera pas non plus. Quoi qu'il en soit, la grande histoire de l'Armina reprend. En 1944, il participe au débarquement de Provence, ce qui fait donc de lui un compagnon de la Libération. Et puis, c'est en octobre de cette année que débute une des plus grosses controverses de sa carrière. Fin 44, la France est libérée par les Alliés, mais il existe toujours des poches allemandes qui résistent dans des ports. En fait, Hitler avait demandé à ses soldats de contenir les ports afin de bloquer les Alliés pour une grande contre-offensive de la Wehrmacht. Bon, ça n'est jamais arrivé, mais c'était le plan, notamment à La Rochelle ou à Saint-Nazaire pour ne citer que. Malheureusement pour les Allemands, Edgar est nommé commandant des forces françaises de l'Ouest, et il est chargé de les éliminer. Dans un premier temps, il agit très bien. Il délègue son commandement, qui va notamment négocier avec les Allemands, leur permettant, si jamais ils se rendent, d'être traités en prisonniers de guerre. Et c'est dans ces opérations que tout s'effondre, et que la légende de l'Armina en prend un coup. Royan est une ville et un port français situés dans la Gironde. Les forces allemandes sont encerclées là-bas par les troupes de l'Armina. Ils sont à peu près 15 000 Français contre 8 000 soldats allemands. Quand un déluge de flammes secoue toute la zone, les Britanniques larguent près de 1500 tonnes de bombes incendiaires sur place, brûlant et détruisant presque tout le port. Mais rien n'y fit, les Allemands restent. 3 mois plus tard, en avril 1945, un autre bombardement incendiaire a lieu. La ville de Royan est anéantie à 85%. Les civils, qui s'étaient réfugiés ou qui étaient pris en étau entre les Allemands et les Français, furent brûlés vifs. On compte 1000 blessés graves, plus de la moitié ont péri. Quelques jours après, Edgar lance une contre-attaque. Les soldats français anéantissent la poche allemande, obligés de se rendre après des combats d'une rare violence. La ville a tout simplement été anéantie. Bon, on va rembobiner. Déjà, oui, l'Armina a accompli sa mission. Il a vaincu l'armée allemande sur place et obtenu sa reddition. Le souci, c'est tout le reste. Déjà, encercler une poche pendant 4 mois, sans tenter d'évacuer des civils, c'est limite. Mais surtout, le double bombardement de Royan, était-il nécessaire ou est-ce que c'était complètement exagéré ? Eh bien non. Cet ordre aurait dû être annulé. La responsabilité du bombardement est autant à attribuer à l'Armina qu'aux Britanniques. Alors on ne sait pas si les Britanniques savaient qu'il y avait des civils à Royan, ce qui est très probable, on parle de l'armée qui a détruit le Havre quand même, mais dans tous les cas, cette erreur aurait pu être évitée si l'Armina avait informé les généraux alliés de ne pas bombarder la zone, parce que ces soldats étaient sur place. Les Allemands étaient cernés, ils n'avaient aucune chance. Autant pour le premier bombardement, on peut pardonner de ne pas avoir prévenu. Autant le deuxième, qui a eu lieu 3 mois plus tard, c'est très discutable. Et la contre-offensive prouve que l'Armina considérait pas vraiment la vie des Français comme importante, et surtout qu'il était largement supérieur à la poche. Il réalisa aussi la prise de l'île d'Oléron avec une grande opération amphibie, le jour du suicide d'Hitler. Donc autant dire que c'est mort, les Allemands n'avaient aucune chance. Et pourtant, il insista pour mener sa grande opération de débarquement à la Iwo Jima. 8000 hommes pour prendre l'île, c'est une folie. Mais celle-ci ne s'est pas finie dans un bain de sang, donc moins de débats. Je précise que pour la destruction de Royan, l'Armina ne fut jamais incriminée pour un quelconque crime de guerre dans un tribunal. Pareil pour les Britanniques. Ça, comme je l'ai dit, ça entache son image.
Mais c'est pas fini. L'après-guerre fut tout aussi compliquée pour Edgar. En 1947, on apprend qu'il devait participer au Plan Bleu, un complot visant à renverser la 4ème République, jugé trop à gauche avec la présence de communistes au gouvernement. Pour ses actions, il sera relevé de ses fonctions. Voilà, pendant un temps certes limité, mais il avait tout perdu. S'ensuivit une période d'un petit peu de flottement, mais dans les années 60, 20 ans plus tard, après la proclamation de la 5ème République, l'Armina est chargée par De Gaulle de juger les généraux ayant participé au putsch d'Alger. Mais quelques jours plus tard, le 1er juillet 1962, il est retrouvé suicidé chez lui. Apparemment, son état de santé se serait dégradé. Bizarre comme fin de carrière. Enfin, alors, il y a des hypothèses, mais comme le fait que ça lui pesait trop sur la conscience de juger d'anciens camarades, ou une maladie qui l'aurait vraiment fait souffrir, et qu'il a préféré mettre fin à ses jours. Cela dit, il y a une théorie qui expliquerait qu'il se soit ôté la vie, et je la trouve tellement perchée, et en même temps ça m'étonne même pas du personnage, que je pense vraiment que c'est ça. En fait, il était tellement impliqué dans sa mission, que quand il a vu qu'il était vraiment malade, Edgar a préféré se suicider, plutôt que de foirer sa mission. Voilà, je trouve ça horrible, il a fait une harakiri, on est tout à fait d'accord, mais ça m'étonne pas du personnage encore une fois. Et c'est ainsi, sur cette horrible conclusion et sur cette étrange théorie du complot, que se termine cette vidéo sur les pires militaires français de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, je me rends compte, j'ai fait le bon, la brute et le truand. Enfin, le bon, le truand et la brute, en fait. Si vous l'avez apprécié, je le redis, n'hésitez pas à liker et surtout commenter. Je prends toujours le temps pour vous répondre. Et je vous avoue que je suis un peu perplexe. J'avais jamais fait un format comme ça avant sur la chaîne, donc si ça vous plaît, c'est parfait, et dites-le moi. Merci à vous de me suivre depuis des années. Ça doit faire 6 ans que je suis sur YouTube. Vraiment, c'est inimaginable. On lâche rien et on continue. Très bonne journée à vous. Ciao!